Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle des États généraux du château. Nous avons le grand plaisir et le grand privilège d'accueillir ce soir Geneviève Haroche-Bouzinac, qui est professeure émérite de l'Université d'Orléans, spécialiste de littérature française et plus spécifiquement de correspondance et de mémoire, qui offre évidemment une très riche matière à la fois littéraire et historique et qui l'ont naturellement conduite vers l'écriture de biographies, des biographies passionnantes et couronnées de nombreux prix, avec une prédilection toute particulière pour des destins de femmes, des destins singuliers, des femmes artistes, des femmes aussi autrices. Récemment, Louise de Villemorin. Et cette année, en 2024, Madame de Sévigné, un ouvrage dont vous avez la couverture sous les yeux, donc Une femme et son monde au grand siècle, qui est prix Goncourt de la biographie 2024. Et dans le prolongement et le sillage donc, de ces travaux sur Madame de Sévigné, nous allons entendre aujourd'hui une conférence qui remet en perspective cette trajectoire avec la thématique de 2024, donc pour les rendez-vous de l'histoire, qui est la ville. Et donc, nous allons pouvoir explorer avec elle son rapport à Paris, mais aussi aux autres espaces urbains et ruraux. Et je lui donne tout de suite la parole en la remerciant très très vivement au nom du Conseil scientifique aussi des rendez-vous de l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et je vous remercie aussi d'être venus nombreux pour entendre parler de Madame de Sévigné. Alors, peut-être vous demandez-vous si Madame de Sévigné était déjà venue à Blois. Eh bien oui, lors d'un de ses voyages sur la Loire, elle s'est arrêtée dans une auberge qui avait pour nom la Galère. Donc, vous voyez, donc elle n'est pas tout à fait étrangère à la ville de Blois. Donc, pour commencer, j'évoquerai une de ces lettres, certainement la lettre la plus célèbre, la lettre annonçant le mariage de Monsieur de Lauzun. Madame de Sévigné feint de se moquer de sa cousine Marie-Angélique de Coulanges, et c'est une lettre en forme de dialogue et d'énigme. Paris, 15 décembre 1670. Je m'en vais vous demander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'aujourd'hui, une chose qui se fera dimanche et qui ne sera peut-être pas faite lundi, une chose que l'on ne peut pas croire à Paris. Comment pourrait-on la croire à Lyon? Je ne puis me résoudre à le dire. Devinez-la. Je vous le donne en 3. Jetez-vous votre langue au chien. Eh bien, il faut donc vous la dire. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre. Devinez qui? Madame de Coulanges dit. Voilà qui est bien difficile à deviner. C'est Madame de la Vallière. Point du tout, madame. C'est donc Mademoiselle de Ré. Point du tout. Vous êtes bien provinciale. Ah, vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous, c'est Mademoiselle Colbert. Que signifie l'adjectif provincial sous la plume de Madame de Sévigné? Il est ici employé au second degré pour qualifier une des personnes les plus parisiennes qui soit, sa cousine Marie-Angélique de Coulanges, élégante et spirituelle, au point que son confesseur disait que chacun de ses péchés était un épigramme. Rare sous la plume de Madame de Sévigné, l'adjectif provincial se trouve aussi chez Molière. Madame de Sévigné a-t-elle songé à cette réplique tirée des précieuses ridicules? A-t-on jamais vu deux pecs provinciales faire plus les renchéries que celle-là? Et dans la même pièce, on trouve dans la bouche de Mascarille « Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. » Donc Madame de Sévigné, dont les relations avec la préciosité sont complexes, mais c'est un autre sujet, nourrit-elle le sentiment d'appartenir à une société hors de laquelle il n'y a point de salut? Le fait d'être parisienne lui donne-t-il un sentiment de supériorité? La première question que je poserai est: que représente pour Madame de Sévigné la ville de Paris? Dans quels espaces circule-t-elle? Elle ne pense pas la ville en historienne ni en mémorialiste. Essentiellement épistolière, elle fait part d'une expérience singulière. Cette expérience entre-t-elle dans la thématique qui nous réunit aujourd'hui, dans le cadre de ces journées consacrées à une réflexion sur la ville?
Nous avons la chance de pouvoir suivre Madame de Sévigné à travers chacun de ses domiciles dans Paris grâce à des pièces notariées, ce qui permettra par la même occasion de nous remettre en mémoire les étapes majeures de sa vie. Donc vous avez ici une vue générale de la ville et ensuite une sorte de plan que j'ai dessiné, qui n'est pas très au point, pas très perfectionné, mais quand même qui sera utile pour se repérer. Donc tous les domiciles parisiens de la marquise sont situés au sein d'un même quartier qui forme une sorte de contenant, une ville dans la ville, le Marais. Au grand siècle, le Marais a peu en commun avec celui d'aujourd'hui. Les hôtels sont entourés de magnifiques jardins dont les branches dépassent sur les rues. On y sent, dit-on, le parfum des fleurs. Donc voilà avec en rouge, vous avez les différentes demeures de Madame de Sévigné qui sont désignées par des petites initiales. En 1626, Marie de Rabutin-Chantal voit le jour place Royale. Lors du lotissement des terrains sous le règne de Henri IV, son grand-père, Philippe Ier de Coulanges, qui s'était enrichi dans les parts de ferme générale, s'est rendu acquéreur de 3 parcelles bien situées, sur lesquelles il fait construire une des demeures les plus vastes de la place, avec 6 fenêtres de façade. Donc, vous voyez l'état actuel de l'hôtel de Coulanges aujourd'hui. Des contraintes de construction homogènes étaient à respecter, et c'est ce qui donne à cette place son élégance. Une parentèle nombreuse est installée dans cet hôtel, et autour de la place Royale sont réunies les familles les plus riches, sinon les plus prestigieuses. En avril 1637, à la suite du décès de son grand-père, son oncle Philippe II de Coulanges devient le tuteur de celle que sa grand-mère, Jeanne de Chantal, appelle la petite Cantaline, la petite Chantal. L'hôtel est vendu et Marie déménage avec son oncle et sa famille Coulanges, rue Barbette, puis rue des Francs-Bourgeois. Donc ça, ce sont des états actuels des demeures de l'hôtel de Coulanges, de la rue Barbette et de la rue des Francs-Bourgeois. Marie, qu'on surnomme dans Paris la perle des demoiselles et un riche parti, épouse en 1644 Henri de Sévigné, seigneur des Rochers, gentilhomme breton d'ancienne noblesse, par opposition à la noblesse récente des Coulanges. En 1646, le couple loge dans l'hôtel Paysan, rue des Lions Saint-Paul. Et ce sera là le berceau de Françoise, premier enfant du couple. Cet hôtel sera sous-loué avant la fin du bail. Il semble qu'Henri de Sévigné ait eu le projet de s'établir au Rocher, c'est-à-dire dans leur maison bretonne, dans leur maison près de Vitré, pour y vivre en gentilhomme, comme l'avait fait son père, Charles. Et un second enfant, son fils Charles, voit le jour au Rocher. En 1651, la mort d'Henri de Sévigné, au cours d'un duel, fait que Marie se trouve veuve à 25 ans. N'ayant plus de domicile à Paris, puisque le bail de la rue de l'hôtel Paysan a été résilié, elle ouvre ses bagages pour un mois à l'hôtel de Ray, puis elle loue une maison rue du Temple. Alors voilà, la rue du Temple. Alors, ce plan, c'est un plan plus tardif, c'est le plan de Turgot, mais je n'avais pas de vue assez claire. Donc voilà, c'est dans la partie de la rue qui s'appelait la rue Sainte-Avoye que Madame de Sévigné loge avec sa tante Henriette de Coulanges, marquise de la Trousse. Les 2 veuves s'épaulent et resteront dans cette maison avec leurs enfants, 2 du côté de Madame de Sévigné et 4 du côté d'Henriette, donc 6 enfants, durant presque 18 années. Mais le besoin de loger sa fille devenue comtesse de Grignan va la conduire à signer un bail en 1668 pour une maison rue de Torigny, paroisse Saint-Gervais. Elle est, dit-elle, comme dans une île au milieu de la végétation, dans cette maison construite par l'architecte libéral Bruand. Mais le comte de Grignan sera rappelé en Provence par ses fonctions de lieutenant général et la demeure devient trop grande. C'est pourquoi, en 1672, Madame de Sévigné va louer une maison rue des Trois Pavillons,
qui est maintenant la rue Elzévir, rue des Trois Pavillons, paroisse Saint-Paul. Elle s'y plaît au point que, en juillet 1675, elle va en renouveler le bail pour 1600 livres de loyer annuel. Donc je vous donne ces indications de loyer parce que ça va nous servir d'élément de comparaison. Le comte de Grignan est rappelé en sens inverse à Paris. Et donc pour les enfants du comte et de la comtesse, et surtout leur imposant train de domestiques, l'hôtel des Trois Pavillons se révèle exigu. C'est pourquoi Madame de Sévigné va signer un bail dans la rue Courteau-Villain pour 1700 livres. Et c'est l'actuelle rue de Montmorency. On n'a pas d'image de cette rue. Et donc, voilà que Françoise de Grignan arrive à Paris en décembre, et à ce moment-là, elle traverse une période de mélancolie qui génère une série de conflits entre Madame de Sévigné et sa fille, au point que l'hôtel de la rue Courtevillain va leur laisser de mauvais souvenirs, et Madame de Sévigné n'évoquera plus dans ses lettres cet hôtel que sous le nom de la Vilaine Courtaude, comme je l'ai indiqué. Et donc, vous voyez, vous avez là un portrait, un très beau portrait de Françoise, à peu près à l'époque de son mariage, la plus belle fille de France, d'après le cousin de Madame de Sévigné, Bussy-Rabutin. Enfin, pour terminer ce rapide parcours de la vie de l'épistolière, en septembre 1677, la marquise va signer un bail pour la location de l'hôtel Carnavalet, surnommée la Carnavalette, rue des Coutures Saint-Gervais, pour 2500 livres par an. Vous voyez, on est passé de 1700 à 2500 livres. Et donc, elle va partager le loyer avec le comte de Grignan et son oncle. Il s'agit d'un hôtel, un très grand hôtel. C'est le siège du musée d'histoire de la ville de Paris, que vous connaissez. Et elle va y loger dès le mois d'octobre 1677. Elle y restera 17 années. Elle restera 17 années dans cet hôtel absolument magnifique. Et c'est en 1694, au mois de mai, que Madame de Sévigné fera ranger le meuble, c'est-à-dire les étoffes et les tapisseries qui recouvrent les meubles en bois de noyer la plupart du temps, et qu'elle quittera Paris pour la Provence définitivement. Alors, tout d'abord, quand même, vous avez vu sur l'image, je vous ai indiqué que l'hôtel Carnavalet tire son nom d'une de ses précédentes propriétaires qui s'appelait Madame de Kernevenois, et donc on avait transformé par une sorte de jeu de mots ce nom en Carnavalette. Et d'ailleurs, sur les statues qui décorent l'hôtel, eh bien, il y a, pour quelqu'un qui veut bien l'observer, un rébus, un petit rébus, c'est-à-dire que vous voyez une des statues, celle qui est donc à votre gauche, et la statue a les pieds posés sur un globe, donc c'était ainsi que la sculpture se présentait initialement, et Madame de Kernevenois avait fait transformer le globe en masque, donc carnavalet, carnaval, donc c'est un rébus très 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 discret, un clin d'œil à cette personne qui avait habité l'hôtel Carnavalet. Et donc comme je vous le disais, eh bien, Madame de Sévigné va séjourner à Grignan pour le reste les 18 mois qui lui restent à vivre, avant de décéder à l'âge de 70 ans à Grignan. Donc, en contrepoint à ses domiciles, il faut ajouter un endroit qui lui est très familier, et donc qui est, vous voyez, vous avez des petits C sur le plan. Les petits C en vert désignent les demeures des Coulanges, voyez, mais tout ça c'est dans un mouchoir de poche, vraiment. Et donc, c'est rue du Parc Royal, chez Emmanuel et Marie-Angélique de Coulanges, qu'elle se rend, les voici, ses cousins, qu'elle se rend plusieurs fois par jour, le matin pour prendre le café, notamment après la messe, ou encore le soir pour souper. Donc, il y a une circulation très importante de Madame de Sévigné dans les différentes rues de la ville. Donc, mais la ville est un espace qui s'apprivoise en fonction d'habitudes, et il y a des lieux d'urbanité. Et contrairement à ce qui est parfois dit, Madame de Sévigné n'a pas de jour de réception.
Il lui arrive de recevoir des visites, mais le plus souvent, c'est elle qui se déplace chez ses amis. Elle donne à dîner, c'est-à-dire à déjeuner, ou à souper, plus rarement, à ses amies intimes, Madame Scarron, la future Madame de Maintenon, Madame de Lavardin, Madame de Lafayette, La Rochefoucauld, d'Acqueville. En revanche, sa conversation, son enjouement font qu'elle est très souvent reçue. D'après Saint-Simon, elle donnait de l'esprit à qui n'en avait pas. La Bruyère, moraliste, observateur des sociétés de son temps, note, je cite, que la ville est partagée en diverses sociétés qui sont comme autant de petites républiques qui ont leurs lois, leurs usages, leurs jargons et leurs mots pour rire. Ajoutons que ces cercles ne sont pas cloisonnés. Semblables à ces îles sur la Seine entre lesquelles circulent des courants, les hôtels parisiens sont liés par des affinités. Gens de lettres et mondains vont de l'une à l'autre de ces ruelles ou réduits qu'on n'appelle pas encore des salons. Donc, jeunes mariés, alors voilà aussi en jaune, les différentes demeures des amis de Madame de Sévigné. Jeune mariée, Madame de Sévigné fréquente la rue Saint-Thomas-du-Louvre, où se trouve l'hôtel de Rambouillet et sa fameuse chambre bleue, et ce qui est le lieu d'une urbanité réputée, mais finissante. Et vous voyez, j'ai noté sur cette image, qui est une image du XIXe siècle, donc c'est une reconstitution, bien évidemment, le programme qui était celui du cercle des amis de Madame de Rambouillet, qui était de débrutaliser les hommes, c'est-à-dire parvenir, grâce à des mœurs raffinées, à rendre les relations plus douces et plus agréables entre dames et cavaliers, comme on disait. Dans le même temps, elle monte les escaliers biscornus de la maison de Scarron, l'auteur du roman comique, beaucoup moins luxueuse puisqu'elle est louée 350 livres. Vous voyez, donc on avait 1500, 1700, 2500, 350 livres, ça vous donne quand même une idée de la nature de la maison, rue Neuve-Saint-Louis. Celle qu'on surnomme la Belle Indienne, la future Madame de Maintenon, fait les honneurs de la maison du romancier. Plus tard, elle fréquente l'hôtel de Guénégaud, la famille des Plessis-Guénégaud. Les Guénégaud ont quitté la rue des Francs-Bourgeois pour s'installer dans un hôtel particulier, dans un hôtel entre Seine et Jardin, et pourvu d'une vue magnifique sur le fleuve. Donc vous voyez, vous avez ici, sur le côté gauche, le plan, et on voit la pointe de l'hôtel de Guénégaud. Et là, vous voyez la position de l'hôtel tout à fait à côté du fleuve. Donc, Madame de Sévigné franchit donc les ponts. Donc, elle quitte le Marais pour rejoindre ce cercle d'esprits avisés. Critiquant les décisions de Mazarin, proche de Port-Royal, ce cercle découvre collectivement les provinciales, les tragédies de Racine. Et par un jeu de mots qui nous échappe aujourd'hui, ces familiers se surnomment les Quiquois. Le samedi, Madame de Sévigné se rend dans une petite maison, la petite maison de Mademoiselle de Scudéry, maison célèbre pour son tout petit jardin et ses rossignols. Il y a plusieurs poèmes sur les rossignols du jardin de la rue de Beauce. Et elle est louée pour 300 livres. Donc, vous voyez, encore moins que la maison de Scarron. On y dit de la poésie et bien sûr, on y commente la fameuse carte de Tendre que Mademoiselle de Scudéry, avec Pélisson, avait élaborée. On y dit de la poésie. Madame de Sévigné ne dédaigne pas d'y chanter certaines chansons italiennes à la mode. On commande donc des épisodes de la Clélie, dont Mademoiselle de Scudéry est l'auteur. Donc voilà, une vue d'aujourd'hui de la rue de Beauce. Donc vous voyez, c'était quand même une petite rue, pas franchement élégante, je crois. Sortir du quartier du Marais est nécessaire pour se rendre chez des amis éloignés. Rue de Vaugirard, c'est la demeure de Madame de Lafayette,
dont elle préfère le jardinet à toutes les fontaines de Versailles. Parce elle fait souvent la comparaison et on évoque le salon tendu de velours rouge de Madame de Lafayette, dans lequel bien des confidences ont dû s'échanger. Il arrive à Madame de Sévigné de se rendre dans plusieurs sociétés le même jour, dans une sorte d'effervescence mondaine. Dans les ruelles, elle apprend des nouvelles politiques, matrimoniales, de façon à nourrir ses lettres, et aussi des nouvelles de la cour. Mais ce qui la caractérise, c'est son extériorité par rapport à la plupart des groupes qu'elle fréquente. Elle n'appartient pas vraiment à aucune coterie. Alors, elle se déplace également pour se rendre aux offices, à la Visitation Sainte-Marie, fondée par sa grand-mère Jeanne de Chantal, et dans des couvents où elle fait retraite. Rares sont les occasions où Madame de Sévigné se mêle à la foule dans Paris. Elle se déplace pour assister au cortège qui conduit la marquise de Brinvilliers à 6h de l'après-midi à Notre-Dame pour faire son amende honorable. Ce fut un grand murmure et une grande cruauté, écrit-elle. La Brinvilliers, vous le savez, s'était rendue coupable d'avoir utilisé une poudre de succession pour empoisonner les membres de sa famille afin d'hériter. Et donc, voilà, si j'ai placé le pont Notre-Dame, c'est parce que dans sa lettre, effectivement, elle raconte qu'elle a observé le cortège à partir de sites placés sur ce pont. L'épistolière fait très rarement allusion à des promenades dans Paris, exception faite du cours la Reine, où elle chevauche, notamment aux côtés de Mademoiselle de Montpensier. Elle fait le récit d'une promenade aux côtés de la cousine Germaine de Louis XIV, Mademoiselle de Montpensier. Donc, quel est son sentiment lorsqu'elle circule d'un espace à l'autre? Paris n'est pas une ville sûre au XVIIe siècle. Cependant, elle n'exprime pas de sentiment d'insécurité particulier. Il faut dire qu'elle n'est pas poltronne. Par exemple, elle n'hésitera pas à se rendre sur les grands chemins au moment de la révolte des bonnets rouges, alors que tout son entourage l'en dissuade. À Paris, toutefois, elle prend la précaution de faire raccompagner ses amis lorsqu'elles habitent loin. Je cite, « Nous trouvâmes plaisant d'aller ramener Madame Scarron à minuit au fin fond du faubourg Saint-Germain, fort au-delà de Madame de Lafayette, quasi auprès de Vaugirard, dans la campagne. Nous revînmes gaiement, à la faveur des lanternes et dans la sûreté des voleurs. » Donc, à côté de ce Paris intramuros, existent d'autres espaces qui n'appartiennent ni à la province ni à la ville, des villégiatures proches où Madame de Sévigné s'approprie l'espace extérieur. Dès sa jeunesse, la jeune fille est accoutumée à des allers-retours entre la place royale et la campagne. Suzy-en-Brie, vous voyez le château de Montalot, qui était qui appartenait à Philippe Ier de Coulanges. C'était même le fief de Montalot qui lui avait permis d'avoir un petit titre de noblesse. Et puis, situé à un jet de pierre, le château d'Amboile, le château de la famille d'Ormesson, qui était donc Olivier d'Ormesson, qui était l'oncle par alliance de Madame de Sévigné. Et donc, à Suzy-en-Brie, elle prend des bains de rivière avec ses jeunes voisines et elle rencontre l'intrépide Madame de la Guette, qui avait appris le maniement des armes et qui est devenue la future mémorialiste. Une autre résidence particulièrement chère à Madame de Sévigné, c'est Livry. Livry forme à lui seul tout un univers. C'est l'abbaye dont son oncle, Christophe de Coulanges, est commandataire. Sur ce domaine, l'abbé a fait construire un pavillon particulier. Alors, on le voit sur l'image à droite. Alors, c'est un cliché qui vient d'un livre ancien, donc il n'est pas très facile à regarder. Mais vous voyez, ce domaine de Livry est assez grand. Vous avez à gauche, vous avez les bâtiments de l'abbaye et ce très beau jardin avec des parterres de broderie et aussi le pavillon dont on connaît aujourd'hui l'architecture grâce à des lettres d'un Anglais qui aimait beaucoup Madame de Sévigné, qui s'appelait Walpole, le romancier Walpole, et qui est venu visiter ce petit pavillon avant qu'il ne soit détruit. Et grâce à lui, eh bien, on connaît la décoration intérieure, et ça, c'est très intéressant. Dès lors qu'elle a besoin de marcher ou de s'aérer, fût-ce pour une demi-journée,
elle se rend à Livry. Je m'en vais présentement me promener 3 ou 4 heures à Livry. J'étouffe, je suis triste. Il faut que le ver naissant et les rossignols me redonnent quelque douceur dans l'esprit, dit-elle en 1672. Ce séjour a des vertus consolatrices et lénifiantes. L'extrême beauté de Livry serait bien capable de donner de la joie à mon pauvre esprit, écrit-elle. Elle y exprime aussi son goût de la liberté. Ne soyez pas en peine de mon séjour ici, dit-elle. Je m'y trouve parfaitement bien, j'y vis à ma mode. Je me promène beaucoup, je lis, je n'ai rien à faire. Et pour n'être point paresseuse de profession, personne n'est plus touché que moi du farniente des Italiens. Elle sera très triste d'être privée de ce joli domaine au décès de son oncle, bien sûr, puisque l'abbé, c'était de son bénéfice, il n'en était pas propriétaire. Et donc, lorsque Christophe de Coulanges meurt, eh bien, elle n'aura plus la liberté de se rendre à Livry. Nous jouirons de ces derniers moments, dit-elle, jusqu'à ce qu'on nous en chasse par les épaules. Gravitent à côté de Livry les résidences de ses amis, dans lesquelles elle fait des séjours plus courts, et elle y retrouve une sociabilité comparable à celle de la ville. Alors, on ne pourra en citer que 3, par exemple Fresnes, qui est la demeure des Plessis-Guénégaud, Baville, chez Lamoignon, qui est son voisin qui habite dans la même rue à Paris, ou Brévannes, maison louée par Marie-Angélique, sa cousine. Vaux, Versailles, Fontainebleau ne sont pas des lieux de séjour, mais des lieux de visite, des endroits où paraître et faire sa cour. Alors, attendez, j'espère que j'ai bien classé mes diapositives. Oui. Alors, en maintenant la province, puisqu'on a évoqué Paris intramuros, les résidences autour de Paris. Maintenant, la province. Alors, la province, la transition s'opère au moyen d'un voyage. Et dans sa jeunesse, lorsqu'elle en a les moyens, elle utilise une calèche à 6 chevaux. Il n'y a rien de plus joli, dit-elle. Il semble qu'on vole. Donc, c'est pour ça que Virginia Woolf, qui aimait beaucoup Madame de Sévigné, l'a décrit très souvent voyageant dans sa calèche à 6 chevaux. Mais parfois, les intempéries rendent les trajets difficiles, comme en mai 1680. Nous n'arrivâmes ici qu'après 12 heures du soir, toujours dans l'eau, et de Vitré, ici, où j'ai été 1000 fois, nous ne nous reconnaissions pas. Les pavés sont devenus impraticables, les bourbiers enfoncés. Alors, selon les trajets, elle a ses étapes de prédilection. Par exemple, le beau château de Malicorne, dans la Sarthe, sur la route des Rochers, qui est la demeure de Madame de Lavardin, une de ses meilleures amies, avec laquelle elle entre, dit-elle, en lavardinage ou en bavardinage. Il aimait bien les jeux de mots. Et Bourbilly également, où elle se rend, et qui est le lieu de naissance de Cels Bénigne de Rabutin, baron de Chantal, c'est-à-dire son père. Et donc là, ce sont des vues actuelles de ces demeures que vous pouvez aller visiter. Donc, mais quels sont les lieux principaux où Madame de Sévigné séjourne en province? Donc, les 2 principaux sont les Rochers et Grignan, et dans le cadre de cette conférence, je n'évoquerai en détail que les Rochers. Donc, le manoir des Rochers, situé dans un lieu sauvage, bénéficie d'un statut bien particulier. Bien qu'il ne s'agisse pas de son douaire, c'est-à-dire sa résidence de veuve, elle le préfère au buron. Voilà, le buron, c'est la résidence qui lui a été affectée par contrat de mariage en cas de veuvage. Eh bien, elle n'y habitera pratiquement jamais. Elle préfère les rochers, qu'elle apprivoise jusqu'à les fers siens. Elle y séjourne d'abord pour des raisons économiques. Je m'amuserai à payer mes dettes, dit-elle, et à manger mes provisions. Et la vie est moins chère qu'à Paris, bien sûr. Et aussi, outre les raisons économiques, des raisons affectives. Elle entretient le parc et les allées. Elle fait édifier des pavillons dans les bois. Elle construit un labyrinthe. Le labyrinthe que j'ai placé ici, ce n'est pas le labyrinthe des Rochers parce qu'il a été détruit, mais c'est le labyrinthe de Bussy-Rabutin, donc son cousin. Donc on peut penser que ça devait être à peu près le même type de
de végétation. Vous voyez donc, voilà, le labyrinthe dans lequel elle aime quelquefois, et donc qui est la métaphore finalement de ses pensées mélancoliques. Mais cette femme sociable ne craint pas la solitude, Lorsque ses amis lui reprochent de passer tout un hiver au rocher, elle rétorque, je cite, « Madame de Coulanges me disait l'autre jour, quittez vos humides rochers. » Je lui répondis, « Humide vous-même ? C'est Brévannes qui est humide. Mais nous sommes sur une hauteur. C'est comme si vous disiez votre humide Montmartre. Ces bois sont présentement tout pénétrés du soleil quand il en fait, un terrain sec et une place, madame, où le midi est à plomb et au bout d'une grande allée où le couchant fait des merveilles et quand il pleut, une bonne chambre avec un grand feu, souvent 2 tables de jeu comme présentement. Il y a bien du monde qui ne m'incommode point, je fais mes volontés et quand il n'y a personne, nous sommes encore mieux, car nous lisons avec un plaisir que nous préférons à tout. Donc vous voyez, là vous avez une vue actuelle des rochers. Donc vous voyez que c'est un endroit qui est très dégagé, avec un fleuve qui arrose une partie de la colline. Et vous avez aussi une vue intérieure de la chapelle que Christophe de Coulanges avait fait élever, parce que par coïncidence, c'était déjà une chapelle vouée à Saint-Christophe. Est-ce qu'à la campagne, les sentiments ne seraient pas plus intenses, se demande-t-elle, et c'est ce qu'elle affirme à son cousin Bussy. Mais au moins voudrais-je que nous soyons voisins à la campagne. Je vous y aimerais encore mieux qu'à Paris. On y est là, trop dissipé. Donc se profile ici, dans les lettres, une thématique qui oppose le recueillement de la campagne à la dissipation urbaine. On est moins exigeant sur la société lorsqu'on est loin de Paris. Ses voisines, et notamment la bonne princesse de Tarente, excentrique et savante en pharmacopée, lui vouent une grande affection qu'elle accepte. Elle m'aime beaucoup. À Paris, on en médirait. Mais c'est ici une faveur qui me fait honorer de mes paysans. Son fils, Charles, en post-scriptum, décline les avantages de la province, de la Bretagne. On y est soigné comme à Paris, dit-il. Il y a là à Vitré un très bon médecin, et elle a été saignée du pied en perfection. Enfin, elle est aussi bien qu'à Paris. Devenir bretonne, fût-ce momentanément, implique d'avoir de l'indulgence pour les coutumes, comme briser le verre après avoir bu. Lors de la réunion des États à Vitré, où l'on boit sans mentir plus de 400 pipes de vin. Si elle se moque des patronymes bretons parfois imprononçables, si elle déplore l'accent de Rennes, et elle est ravie que sa future bru en soit dépourvue, elle aime le parler de son jardinier pilois, dont elle préfère la conversation à celle de bien des chevaliers. Elle rapporte ses expressions avec affection et les adopte parfois. Un petit gars, je vous demande excuse, à la mode du pays. Mais c'est à propos des petites sociétés urbaines qu'elle exerce son ironie. Les conversations insipides est ce qu'elle supporte le plus difficilement. Séjournant à Grignan, elle est lassée de la dame de province qui vous parle et qui vous confie des intrigues d'Avignon ou de quelque autre ville. Montée en épingle des sujets mineurs l'insupporte. C'est une sorte de vie étrange que celle de la province. On y fait des affaires de tout. Avoir trop de domestiques lui paraît comme un archaïsme. Elle le recommande à sa fille. Il ne faut amener aucun page. C'est une marchandise de province qui n'est point bonne ici. Le bon ton consiste donc à ne jamais en faire trop. Donc, l'univers des modes, particulièrement, et c'est le dernier point que j'aborderai, est le prisme le plus sensible de l'opposition ville-province dans la correspondance. Madame de Sévigné aime la mode. Elle la suit, mais elle en déteste les excès. Trop brillantes, les étoffes des filles de Bussy-Rabutin confectionnées par le tailleur de ses murs en auxois. Trop courtes, les robes à la cheville de celle qu'elle surnomme Mademoiselle de Kerlouche à Vitré. Trop sophistiqué, l'ajustement de 2 ou 3 belles curistes de Vichy. Voilà la description qu'elle en fait. Enfin,
Dès 6 heures du matin, tout est en l'air. Coiffure hurlupée, poudrée, frisée, bonnet à la bascule, rouge, mouche, petite coiffure qui pend, éventail, corps de jupe long et serré. C'est pour pas de rire. Donc, le plus souvent, lorsqu'il est question de mode dans les lettres, c'est en réponse à une demande de la destinataire ou du destinataire. Madame de Sévigné se fait le vecteur des modes parisiennes, contribuant ainsi à estomper l'écart Paris-province. Par exemple, elle achète toutes sortes d'indiennes afin de les porter en Provence, des petites étoffes de cette année qui ne sont point du tout chères et qui sont extrêmement jolies. De même, au moment de son mariage, Charles, son fils, résident à Rennes, se soucie de savoir comment se portent les manches cette année. Sont-elles étroites ou semi-bouffantes? Ce sont surtout les conseils sur les coiffures qui vont donner lieu à une série de chroniques cocasses. On a toute une série de lettres dans lesquelles un grand paragraphe est consacré à la coiffure au moment d'une révolution dans la mode à Paris. C'est au moment de la naissance de la coiffure à la huluberlue ou hurlupée. Cette coiffure est ainsi décrite, une petite tête de chou ronde, sans nulle chose sur les côtés. Et c'est Lavienne, valet de chambre et coiffeur du roi, qui a transformé l'apparence de toutes les dames de la cour, y compris celle de la reine. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver une gravure, mais je crois en avoir trouvé une, de la fameuse coiffure hurlupée. Alors je vous donne un extrait de la description extrêmement technique. Madame de Sévigné s'amuse avec le vocabulaire des modes. On coupe ses cheveux de chaque côté, d'étage en étage, dont on fait de grosses boucles rondes et négligées qui ne viennent pas plus bas qu'un doigt au-dessous de l'oreille. Cela fait quelque chose de fort jeune et de fort joli, comme 2 gros bouquets de cheveux de chaque côté. On met des rubans comme à l'ordinaire et une grosse boucle nouée entre le bourrelet et la coiffure. Quelquefois, on la laisse traîner jusqu'à la gorge. Enfin, pour compléter les descriptions, Madame de Sévigné promet d'envoyer une poupée coiffée, qui est une sorte d'avant-goût de la fameuse valise de la poupée des modes. Vous savez, il y avait une poupée des modes qui circulera dans les cours d'Europe au XVIIIe siècle. Et bien là, on a la poupée coiffée. Donc là, je vous ai placé une image du fameux pastel de Nanteuil, où Madame de Sévigné, on a dit quelquefois que c'était la coiffure hurlupée, mais pas du tout. C'est la coiffure qu'on appelait la coiffure en bouffon. Et donc vous voyez sur ce magnifique pastel, elle est avec sa coiffe de veuve et les rubans gris qui sont un des éléments indicateurs significatifs du veuvage. Donc, pour terminer, sur cette question de l'opposition Paris-Province, chacun connaît peut-être l'expression extrêmement célèbre, l'exclamation extrêmement célèbre « Quelle belle invention que la Poste », avait dit Madame de Sévigné. Sa correspondance a-t-elle contribué ou non à creuser l'écart entre la ville et la province, ou au contraire, a-t-elle contribué à les resserrer? Louant les services de messieurs les postillons, il me semble qu'elle participe à un vaste mouvement qui rapproche ville et province au grand siècle. Si Madame de Sévigné fustige les mœurs provinciales, comme vous l'avez vu à travers ces brefs exemples, elle ne fustige en réalité que l'affectation et les faux-semblants. C'est là le revers d'un de ses goûts, celui du naturel, qualité dont ces lettres sont devenues le modèle à travers l'Europe. Dans les mœurs urbaines, elle ne déteste que la contrainte. Le plaisir de se trouver éloigné de la ville est proportionnel au sentiment de liberté qu'elle éprouve à la campagne. L'opposition ville-province reconduit donc à 2 des valeurs au cours desquelles l'épistolière s'est épanouie, le naturel et la liberté. Je vous remercie. Donc j'ai conservé un temps pour quelques questions, si vous le désirez.
tout à fait possible d'y répondre. Bonsoir, merci. Je voulais savoir d'où lui venait sa richesse, parce que ça doit quand même coûter très cher, un train de vie pareil. Pardon, je ne vois pas la personne qui pose la question, mais alors, Madame de Sévigné n'était pas riche. Elle n'a jamais été propriétaire, comme vous voulez. Elle n'a jamais été propriétaire d'aucun domicile à Paris. Elle a toujours vécu en location, donc, et elle n'avait de bien que ce qui lui venait de son héritage maternel, en réalité. Et tout au cours de sa vie, son train de vie ne cessera de diminuer. Par exemple, dont j'avais évoqué ses premiers voyages en carrosse à 6 chevaux, eh bien, à la fin de sa vie, elle doit emprunter un carrosse, parce qu'elle n'a plus les moyens d'avoir un carrosse et un cocher, et elle voyage en litière. Ça, c'est quand même un signe. Alors, elle s'appauvrit pour doter ses enfants, d'une part, et tout simplement parce que elle a à rembourser les dettes de son mari, Henri. Ça, c'est un chapitre que je n'ai pas ouvert parce que c'était pas le sujet, et aussi les dettes de son beau-père. Donc, elle n'est pas riche. Oui. Oui. Oui, alors, il faut dire que Versailles, c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on désigne souvent par l'expression « ce pays-ci » ou « ce pays-là ». Donc, c'est un autre monde qui a ses règles, qui a ses lois, sa politique de faveur. Alors, Madame de Sévigné est souvent invitée à la cour. Ses grâces, sa conversation, sa beauté font qu'elle y est bienvenue. En revanche, la beauté de sa fille également fera qu'elle sera invitée lors des fameux ballets, les ballets de cour, les 3 ballets de cour des années successives que fera donner Louis XIV. Mais en revanche, de même qu'elle est extérieure à la plupart des groupes que j'ai décrits, elle demeure toujours extérieure au monde de la cour, parce que dans sa jeunesse, avec son époux, elle a fait partie des frondeurs, c'est-à-dire du parti qui s'est opposé à Mazarin et à Anne d'Autriche. Et donc Louis XIV a une très bonne mémoire. Et donc elle est aussi apparentée au cardinal de Ré. Et son cousin Bussy-Rabutin a payé de 20 ans d'exil ses insolences. Donc, elle est à la fois appréciée, mais en même temps, aucun membre de sa famille ne recevra de faveur. Ce qui fait qu'elle est dans une situation un peu intermédiaire. On ne peut pas se passer d'aller à Versailles, donc elle y va. Mais quelquefois, en s'y sentant mal à l'aise. Oui. Madame, oui. Merci pour votre conférence. Et ici. Oui. Excusez-moi. Oui. La notion d'œuvre littéraire, je voudrais l'interroger. On dit souvent qu'il y a une certaine unité, une volonté à arriver à un récit, etc. Donc, peut-on parler d'œuvre littéraire et en quoi pour sa correspondance? Alors, je crois que c'est une vraie question, c'est une question centrale. Le statut de la lettre est un statut bien particulier. D'abord, c'est un genre éphémère, c'est un genre qui ne passe pas par l'imprimé. Et Madame de Sévigné, certainement, n'avait pas l'idée ou même la conscience de faire œuvre littéraire. C'était une très bonne conversationniste, elle avait un grand talent pour la conversation, elle savait qu'elle était appréciée pour cela. Elle disait, ce sont de bonnes conversations que nos lettres. Donc la lettre a une sorte de statut hybride, si vous voulez. C'est du texte littéraire, dans la mesure où il est recopié, archivé, noté, mais c'est un texte littéraire dont on ignore quel est le degré d'intentionnalité littéraire. Si vous voulez, je ne sais pas si je suis bien claire. Madame de Sévigné n'était pas intéressée par la notion de postérité. Alors, pour preuve, on peut citer une anecdote. Au moment de la parution de La Princesse de Clèves, qui a été
rédigé, comme vous le savez, par Madame de Lafayette, peut-être avec l'aide de La Rochefoucauld, mais encore c'est pas tout à fait certain. Eh bien, ce petit roman fait parler énormément dans les ruelles, dans les journaux. On en parle. Madame de Sévigné commente avec Bussy-Rabutin. Et Bussy-Rabutin, qui est un académicien, qui est un homme de lettres, un polygraphe, dit à sa cousine avec laquelle il s'entend bien, et si nous faisions nous aussi, comme La Rochefoucauld et Madame de Sévigné, si nous écrivions un récit à deux plumes, c'est-à-dire si nous faisions œuvre littéraire. Eh bien, Madame de Sévigné n'est pas candidate. Se trouver entre toutes les mains un public anonyme, non, ça c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Donc si vous voulez, le statut de la lettre au XVIIe siècle, c'est un statut extrêmement complexe. Alors il est vrai qu'il existe parallèlement à cela des érudits, par exemple comme Guy de Balzac au début du siècle, qui écrit des lettres et qui les publie de son vivant. Ce sont des épîtres, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la lettre devient une sorte de discours écrit, discours moral, discours exemplaire. Mais là, on est dans la catégorie de lettres familières, spontanées. Et d'ailleurs, c'est un très grand débat parmi les sévinistes. Ça a été un grand débat au début du siècle, notamment, de savoir si, quelles étaient ses intentions. Enfin, moi, je pense qu'elle n'avait pas d'intention littéraire. Oui, madame. Monsieur, bonjour. Pardon. Bonjour. Juste une question rapide, bien que je pense que ça soit très, très, très limite, comment dirais-je, par rapport au... Oui. J'ai pas l'habitude, excusez-moi. Donc, c'est la liaison qu'a entretenue Ninon de L'Enclos avec le marquis de Sévigné. Ma question est, est-ce qu'elle semblait vraiment indifférente à la liaison de son mari avec Ninon de L'Enclos? Alors, indifférente sûrement pas. La question de cet Henri de Sévigné, hein, qui était un gentilhomme dépensier, inconstant, infidèle, mais semblable en cela à beaucoup de gentilshommes de son époque. Comment dire, Madame de Sévigné ne s'est pas exprimée, du moins ne s'est pas exprimée au sujet de la liaison de son époux et de Ninon de L'Enclos. En revanche, lorsque Charles, son propre fils, va avoir une liaison avec Ninon, la même, hein, eh bien là, à ce moment-là, dans sa correspondance, elle fait des commentaires en disant qu'elle est impie, etc. Je pense pas, effectivement, je ne pense pas qu'elle devait la tenir en grande sympathie. Même si Ninon de L'Enclos a été proche de Madame Scarron à un moment donné, hein. Donc c'est assez difficile à savoir, hein, parce que tant qu'on n'a pas de témoignage, on peut très difficilement se prononcer. Peut-être une autre question? Oui, je voulais savoir, quand elle écrit des lettres, elle fait une copie pour qu'on le reste, ou est-ce que ce sont les destinataires qui ont fourni les archives? Comment ce que je veux dire? Oui, c'est une bonne question, c'est une vraie question, oui. Donc, est-ce que Madame de Sévigné faisait des brouillons, par exemple, ou est-ce qu'elle faisait des copies de lettres, comme il arrivait, hein, certains érudits avaient des carnets, des minutes, ce qu'on appelle des minutes. Hein. Par exemple, Rousseau, au siècle suivant, lui, il fait des minutes. Alors, pourquoi est-ce que les gens faisaient des minutes? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de lettres, les lettres mettaient beaucoup de temps à arriver, et donc quand on recevait la réponse, c'était intéressant de savoir ce qu'on avait écrit. Donc, c'était aussi pour ça. Mais la plupart du temps, dont Madame de Sévigné ne faisait pas de minutes, ne faisait pas de copies. En revanche, donc la question que vous me posez, c'est savoir comment est-ce qu'on a toutes ces lettres. Voilà. Eh bien, donc c'est une histoire un peu compliquée. Les 5 premières lettres dont nous ayons connaissance, eh bien, c'est Bussy-Rabutin, qui était tout à fait admiratif du style épistolaire de sa cousine, qui, lorsqu'il a rédigé ses mémoires, d'abord des mémoires manuscrites, lui a demandé la permission d'inclure 5 de ses lettres. Et donc, Madame Sévigné a fait un peu
la coquette a dit « Oh, comment? J'espère que vous allez raccommoder mon style. » Et Bussy lui avait dit « Mais madame, on ne retouche pas le Titien. » Donc il était quand même très flatteur. Mais c'est vrai qu'elle avait la réputation d'écrire de belles lettres. Bon, la fameuse lettre que je vous ai lue, dont je vous ai lu le début, hein, c'est quand même en forme d'énigme, c'est quand même un petit chef-d'œuvre. Non, il se trouve que les lettres qui ont fait l'objet de l'édition Pléiade, par exemple, ont été sauvées, pour ainsi dire, par l'entreprise de Madame de Simiane, la petite fille de Madame de Sévigné, qui, s'étant aperçue qu'on commençait à publier des lettres de sa grand-mère, et notamment en 1723, une petite série de lettres a été publiée de façon subreptice en Hollande, certainement par l'intermédiaire de Voltaire et de Thiriot, son ami, parce que vous savez que Voltaire écrivait le siècle de Louis XIV, il s'intéressait beaucoup à toute la matière de chronique, hein, notamment la fameuse histoire du procès Fouquet. Donc c'était pour lui du pain béni que ces lettres. Donc il avait eu l'idée d'en faire publier quelques-unes. Alors Madame de Simiane, la petite fille, voyant ça, n'était pas du tout contente. Et donc elle charge un érudit qui s'appelait le chevalier Perrin, qui était un chevalier d'Aix en Provence, de préparer une édition. Alors voilà, tous les deux, ils commencent à prendre les lettres, ils les rafistolent, ils les corrigent, surtout on enlève les choses qui pourraient être gênantes. On en fait plusieurs, et voilà, et on donne une édition comme ça. Mais il se trouve que certainement, quelqu'un avait pris des copies des originaux. Parce que un érudit qui s'appelait Capmas, au XIXe siècle, en allant chez un brocanteur, trouve comme ça un cahier de copies de lettres, et c'était donc ce fameux manuscrit. Et puis ensuite, on en a trouvé un autre. Et donc, les éditeurs du XXe siècle, notamment Roger Duchesne, ont comparé les différents manuscrits et ont considéré que les parties communes à ces manuscrits étaient les lettres authentiques. Mais vous savez, les textes épistolaires sont toujours des miraculés. Hein. C'est très, très difficile, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de... Donc voilà, on est dans un statut extrêmement fragile. Mais on a quand même la chance d'avoir une assez grande quantité de lettres. Et puis on a les lettres de ses correspondants, et puis on a des mémoires, on a des quantités d'autres documents, hein, bien sûr. Pardon? Alors, les lettres de sa fille, c'est ça? Alors, les lettres de sa fille ont été détruites par Madame de Simiane. Elle ne voulait pas que les lettres de sa mère demeurent. Alors, pourquoi? Écoutez, il y a des quantités d'hypothèses. Le caractère de Françoise de Grignan n'était pas certainement tout à fait un modèle. C'est peut-être pour ça, on ne sait rien. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport à Fouquet. On savait qu'elle était très proche de Fouquet. Oui. Et est-ce que ça lui a porté préjudice aussi bien pour la cour ou pour les salons? Alors oui, c'est une bonne question. Certainement, elle a été proche de Fouquet. Fouquet la courtisait. Fouquet lui avait procuré une faveur à son neveu de la Trousse. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles elle avait cherché à entrer en relation avec lui. Puis Fouquet, c'était un homme qui était tout à fait charmant. Et il entretenait Bussy-Rabutin des progrès qu'il faisait dans le cœur de Madame de Sévigné. Alors, elle a toujours pensé à lui. Elle pensait à lui lorsqu'il était dans sa prison. Elle va le voir masqué au balcon. C'est presque Alexandre Dumas. Hein. Elle raconte comment, avec des amis, elles vont se placer sur le trajet du prisonnier qui rentre à l'Arsenal. Masqué, elle le voit, il fait un signe. Et D'Artagnan, qui est là, fait un mouvement de son chapeau. Alors, voilà. Et puis, elle aura... Alors, ce qui marque, je crois,
sa grande affection finalement vis-à-vis de la famille Fouquet, c'est la fidélité qu'elle aura à son épouse et à ses enfants. Chaque fois qu'elle a l'occasion de passer, elle va leur rendre visite, à l'aller et au retour quelquefois. Donc il y a un lien affectif très fort. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que ça l'a desservi? Certainement. Bien sûr. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une dernière question? Oui. Encore. Non. Ben, je vous remercie de vos questions. Alors, il me reste à remercier très chaleureusement